Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc-Jean Geisels. Bonjour, député bourgmestre de Forêt. D'abord, une question évidemment que tout le monde se pose. Vous êtes avocat, vous êtes député, vous êtes bourgmestre. On parle beaucoup des cumuls à l'occasion de l'affaire de Decker. Est-ce que vous continuez à exercer votre métier d'avocat en étant député bourgmestre? Alors c'est un sujet très à la mode, donc moi je n'ai plus franchi les portes du palais depuis au moins 5 ans. Et donc j'ai par contre toujours un cabinet d'avocats avec des associés, mais je n'assure plus des fonctions d'avocat. Mais je reste inscrit au barreau parce que demain, si je ne suis plus bourgmestre et je ne suis plus parlementaire, je n'ai plus de métier. Donc je pense que c'est l'élémentaire prudence, ça c'est une chose. Et en plus, je pense que c'est une erreur de vouloir empêcher tout cumul, parce que je crois que c'est vraiment important. Au Parlement bruxellois, il y a 30% des parlementaires qui exercent aussi des fonctions exécutives dans les communes. Ils ont véritablement une approche et une connaissance du terrain. Je vois aussi une grande différence entre les parlementaires qui n'ont pas la pratique du terrain. Souvent, ils font des propositions d'ordonnance qui ne collent pas avec la réalité. Et puis, de toute façon, les rémunérations sont plafonnées. Et vous savez, il y a des gens qui n'ont qu'un seul mandat et qui l'exercent très mal. Il y en a d'autres qui en ont 2 et qui le font très bien. C'est une question d'organisation aussi et de priorités qu'on se fixe dans la vie. Alors, c'est souvent par rapport à un mandat exécutif qu'on dit qu'il faut évidemment faire un pas de côté et ne pas exercer son métier. Mais quand on est simple député, il y a le cas de Joëlle Milquet qui a annoncé, elle s'est réinscrite au barreau, donc apparemment il y a une volonté d'exercer son métier. Dans ce cas-là, quelle doit être la règle déontologique? Parce que c'est clair, pour un bourgmestre, pas question qu'il y ait une affaire chez vos associés qui concerne Forêt, je suppose. Non, ça me semble évident. Je crois qu'il faut faire, mais c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les notaires, c'est vrai pour les huissiers, c'est vrai pour les médecins. Moi, j'ai connu, par exemple, quelqu'un qui siégeait dans un collège échevinal et qui, de temps en temps, délivrait des certificats médicaux empêchant des employés communaux de travailler. Bon, ça me semble aussi un conflit d'intérêts évident. Donc chacun, évidemment, doit être extrêmement prudent dans l'exercice de sa profession et ne pas se mettre en défaut vis-à-vis de l'éthique ou vis-à-vis de la déontologie. Donc pas de problème pour peu qu'on garde certaines et qu'on reste dans le cadre de la loi, dans le cadre de renoncement à tout conflit d'intérêts. Je crois que, au contraire, je trouve que c'est bien que des gens qui sont dans la vie pratique active voient la réalité du terrain plutôt que de siéger comme ça un peu dans sa tour d'ivoire au Parlement, comme ça arrive pour certains parlementaires. Donc un cumul positif, mais encadré. Alors, vous êtes une commune un peu particulière, Forêt, comme celle de Saint-Gilles. Vous avez une prison, enfin des prisons plutôt, sur votre territoire, avec des problèmes de travail, de surcroît de travail pour les policiers. Et en plus, on vient de lancer le Saldus bis. Donc, on a l'impression que les policiers vont encore avoir plus de travail. Peut-être une explication sur ce qu'est Saldus, d'abord? Oui, alors donc Saldus, à l'origine, c'est une directive européenne qui impose que lorsque quelqu'un qui est privé de liberté est entendu par la police, il peut demander à être assisté d'un avocat. Alors dans un premier temps, l'avocat assistait simplement et assistait à l'interrogatoire et s'assurait qu'il n'y avait pas de pression inconsidérée ou inadmissible vis-à-vis de la personne interrogée, pression physique ou morale, mais l'avocat n'intervenait pas dans le cadre de cette procédure. Aujourd'hui, on a étendu l'application de Saldus à toute personne qui risquerait une peine d'emprisonnement, donc même s'ils ne sont pas privés de liberté, mais l'avocat peut aussi intervenir dans la procédure. Donc je prends un exemple, un couple qui se dispute, des coups sont échangés et la police doit entendre les 2 protagonistes. Les 2 protagonistes qui peuvent se faire assister chacun d'un avocat. Donc l'enquêteur se retrouve face à 4 personnes avec des avocats qui peuvent intervenir dans le cadre de cette procédure, faire des remarques, poser des questions. Je trouve que ça devient extrêmement lourd pour un enquêteur de terrain qui en même temps assume peut-être une garde. Et donc je crois qu'à un moment, je peux comprendre l'intérêt pour les droits de la défense, mais je crois qu'il faut pouvoir donner un apport supplémentaire à nos policiers. Et il faudra créer soit un pôle de dactylo, soit les faire assister d'un greffier qui puisse prendre note. Parce que mener l'enquête, répondre aux questions et en même temps taper le procès-verbal, ça devient, à mon avis, extrêmement difficile pour avoir un travail de qualité et qu'après, ça ne se ressente pas dans le cadre de l'enquête judiciaire, quand on se retrouve devant le magistrat où le PV n'est pas suffisamment clair. Et là, vous ne comptez même pas encore le temps d'attente, parfois, parce qu'il faut attendre que l'avocat arrive. Donc l'avocat a 2 heures pour se présenter. Il a la possibilité de discuter pendant une demi-heure pour préparer
l'audition avec son client. Donc c'est évidemment très lourd. Et alors en plus, si vous avez des personnes d'origine étrangère qui font en plus prévoir un interprète, donc franchement, nos inspecteurs, nos commissaires vont être débordés par ces nouvelles procédures. Et donc, vous savez, on le dit souvent, et, le déficit en policiers que nous avons en région bruxelloise, qui est entre 500 et 1000 policiers manquants sur les 6 zones de police, là, je crois que le ministre de l'Intérieur doit absolument prévoir un renfort pour cette application de Saldus. Qu'on applique Saldus, ça c'est tout à fait normal, je suis légaliste, mais qu'on s'en donne les moyens. Parce que les avocats, eux, disent que ça ne va pas changer grand-chose. Il faudra peut-être un petit peu plus d'argent pour payer le fait d'avoir un avocat. Mais en termes de demande, en termes d'avocats, tout le monde ne va pas y faire appel. Alors tout le monde, donc c'est en application depuis dimanche, donc on ne sait pas encore faire un état des lieux de la situation. On ne sait pas si tout le monde ou pas va faire appel, mais quand les avocats disent que ça ne va pas changer grand-chose, ça va déjà augmenter considérablement le budget, à mon avis, justice. Or, il y a déjà pas mal d'avocats prodéo qui sont insuffisamment payés ou payés avec beaucoup de retard. Ça risque de ne pas améliorer la situation. C'est quand même des gardes à organiser. Donc, je crois que le barreau de Bruxelles, c'est très bien organisé, mais c'est quand même très, très lourd. Donc, ça va quand même alourdir aussi le travail des avocats. Et donc, il y a le volet avocat, il y a le volet défense, mais il y a aussi le volet enquête. Et là, ça va certainement considérablement accroître la charge de travail pour nos zones de police et pour la police judiciaire aussi. Hein. Et donc, quand on additionne Saldus plus les prisons, ça fait trop pour le bourgmestre de Forêt ? Les prisons, pour l'instant, en tout cas Forêt, elle s'est bien vidée. Je reconnais que le ministre Gaines a respecté ses engagements. Le calendrier, il y a un petit peu de retard, mais qui est tout à fait normal par rapport à l'ampleur des travaux. Le ministre Yann Bonne aussi a fait un effort. Je crois que quand c'est fait, il faut le saluer. Quand il y a des critiques, je les adresse. Mais quand le travail est correctement fait, je le souligne aussi. Et donc ça se passe bien. On va arriver à 180 détenus, emprisonnés dans des conditions beaucoup plus favorables, beaucoup plus humaines. Et donc ça devrait bien fermer Forêt. Il devrait avoir une amélioration de la situation. Donc en principe, moins de risques de grève et moins de travail pour notre zone de police, en tout cas sur Forêt. Maintenant, on va voir comment évolue Saint-Gilles. Alors, quelques projets communaux à Forêt. D'abord, il n'y a pas de sapin à Forêt. Non. Alors qu'il y a un si beau sapin sur la Grand Place. Pourquoi il n'y a pas de sapin à Forêt ? C'est amusant parce que ça fait débat chaque année. Et donc, il n'y a pas de sapin depuis, à mon avis, au moins 15 ans. On a décidé à un moment, compte tenu du coût, pour avoir un beau sapin, je me suis renseigné parce que Saint-Gilles en a généralement un très beau devant l'hôtel communal. Je ne suis pas du tout dans les dimensions du sapin de la Grand Place qui fait 22 mètres et qui est superbe. Donc je suis dans des tailles plus modestes. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte entre 4 et 5 000 euros parce qu'il ne faut pas simplement acheter le sapin, il faut aussi qu'une entreprise spécialisée vienne le poser, qu'on l'arrime, qu'on vienne avec une grue, qu'il y a le transport, etc. Et donc on a dit, voilà, on investit dans nos éclairages de Noël, on les renforce. Cette année-ci, on a mis 15 000 euros de plus. Maintenant, pour éviter le débat chaque année, je veux bien essayer de voir si l'année prochaine, on ne peut pas trouver 10 000 euros pour mettre 2 sapins sur Forêt. Mais je sais que souvent, on dit oui, mais c'est pour des problèmes culturels, pour ne pas heurter des communautés. Je peux vous assurer que ce n'est absolument pas le cas et qu'il n'y a jamais personne qui m'a fait la moindre remarque, de quelle communauté qu'elle soit, sur la présence ou non d'un sapin à Forêt. Ouais, c'est évidemment difficile de gérer une commune, et là c'est le moment des budgets communaux. Oui. Il y a des communes qui diminuent les centimes additionnels. Est-ce que vous faites un effort pour les Forestois en 2017 ? Alors, les Forestois sont assez fâchés sur nous parce que c'est vrai que l'année passée, ou il y a 2 ans, on a augmenté les centimes additionnels au précompte immobilier parce qu'on devait faire une opération de rattrapage, qu'on a une commune assez spécifique avec beaucoup de zones mortes, par exemple la zone de chemin de fer, les prisons, etc. Et donc ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on devrait avoir des améliorations au niveau assainissement financier dans notre commune, on va essayer d'introduire l'année prochaine une prime pour les propriétaires habitants sur la commune de Forêt, de manière à atténuer un peu cette hausse et de revenir à une situation plus acceptable. Mais je suis conscient qu'on a demandé aux Forestois de faire un effort, mais aussi on a une commune qui évolue beaucoup, où on investit beaucoup, et donc quand on investit, il faut de l'argent. Alors, à propos d'idées, de nouveaux projets, il y a ce projet de faire des champignons de forêt. On connaît les champignons des bois. Oui. Et c'est quoi ces champignons de forêt ? Alors, c'est en accord avec Saint-Gilles dans le cadre de ce qu'on appelle l'Agenda 21, donc c'est en matière d'environnement. Et donc, on a rénové totalement un site de l'imprimerie, où on a fait à la fois des jardins
et une salle où on travaille sur des projets écologiques. Et donc il y aura non seulement des champignons, vraisemblablement des pleurotes qu'on cultivera au départ du compost, mais aussi des chicons. Donc j'espère que mon ami Rudy Vervoort ne m'en voudra pas qu'on soit des concurrents de producteurs de chicons, puisque vous savez qu'Ever est la commune du chicon. Forêt deviendra peut-être aussi la commune du chicon. Donc des champignons sur du compost, ça va s'appeler, paraît-il, du champost. Oui. Vous allez aussi inventer des nouveaux noms. Oui. Pardon. Alors pour l'année prochaine aussi, il va falloir voir ce qu'on va faire pour les abattoirs temporaires, parce que la région a décidé de ne plus avoir d'abattoir mobile. Qu'est-ce qui va se passer à Forêt au moment... Alors chaque chose en son temps. Je pense que la ministre de Batz doit reprendre ce dossier, donc on va le prendre en accord avec elle et on va voir comment on organise ça. Il y avait une formule qui fonctionnait bien, elle n'est plus légale, c'est au moment où on disposait des containers pour récolter les carcasses en voirie, c'est il y a 20 ou 25 ans. Oui, mais on ne peut plus abattre à domicile. On ne peut plus abattre à domicile, donc je crois que maintenant on essaye d'inciter, en accord avec les communautés, de faire des dons, d'avoir un autre système. Je crois qu'on devra... L'abattage rituel ne va, à mon avis, pas disparaître, il en restera toujours. Donc on doit essayer de l'organiser le mieux possible et de l'encadrer. Alors, il y a aussi quelque chose dont vous êtes content et fier. Le Conseil d'État vous a donné raison dans cette fameuse histoire des sanctions en cas de retard dans les écoles. Je suis surtout, avec l'échevine de l'instruction publique, Françoise Père, qui fait un travail remarquable, on est surtout content dans l'intérêt des enfants. Parce que l'ensemble des enseignants, l'ensemble des directions scolaires nous disent c'est vraiment bénéfique aux enfants. On a maintenant la garantie que tous les enfants commencent leur classe à 8h30, tous ensemble. Il n'y a plus d'inégalité entre les enfants, il n'y a plus de perturbations. Et on se rend compte que toute une série de parents qui arrivaient en retard, maintenant font un effort, partent plus tôt, s'organisent autrement, mais arrivent à l'heure. Donc ça a eu quelques moments de petite crispation. Il y a toujours une petite partie des parents qui restent fondamentalement opposés. C'est vrai que c'est une mesure un peu coercitive, ce n'est pas le but. Le but qu'on voulait atteindre, c'est l'intérêt des enfants, permettre que le déroulement de la classe se fasse le mieux possible, et nous y sommes arrivés. Et là, vous croyez que vous avez un peu changé le comportement, finalement, de ces parents retardataires? On a incontestablement changé le comportement de certains parents qui arrivaient systématiquement en retard, et depuis le 1er septembre, ils arrivent systématiquement à l'heure. Merci Marc-Jean Geisels. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous, et on se retrouve demain pour une autre interview.